Je suis en Sardaigne. Je rentre des vignes en ce moment. J'ai besoin d'avoir la possibilité de faire la condivision de la présentation. Et comme ça, je peux vous passer ma présentation. Presentazione che, come dicevo, ci aiuterà anche il riferimento ad alcune varietà specifiche, ci aiuterà a capire come varia, tipiche ovviamente On va voir en fonction des cépages comment ces conditions varient, ces conditions de stress, quelles sont celles qui peuvent mieux supporter le stress que d'autres. Exactement. Dans l'attente de pouvoir j'attends d'avoir la possibilité de présenter. Io faccio condivisione, ma non è attivo. Nous attendons la possibilité de partager la présentation. Perfetto, grazie. Voilà. L'ospite no, non lo sono, non mi vedo. Era comparsa la scritta. Allora, purtroppo ho due device e quindi ho bisogno di essere abilitato sull'altro device per la condivisione. Prova adesso, Giovanni, che ho provato anch'io a... Ok, perfetto, perfetto, grazie. Voilà, c'est bon, ça marche. Ok, eccomi qua. Allora, vedo la presentazione, quindi inizio. Buonasera a tutti. Je vois la présentation, donc je commence. Je remercie la revue L'Informateur Agrario pour nous avoir donné cette possibilité, ainsi que Gottfried Pestel de la société Pestel, et pour pouvoir parler de la gestion des paramètres pour la qualité du potentiel qualitatif du vignoble. Je suis agronome et je suis, comme vous pouvez le voir, directement dans la vigne. Et quand je suis dans la vigne, je suis habituée à voir et à me rendre compte de ce qui se passe. Donc, j'ai mis les 9 paramètres de mon indice Bigot, la production, la superficie foliaire, le rapport entre ces deux paramètres, la qualité sanitaire des raisins, le type de raisin, l'état hydrique de la plante, la vigueur végétative, la biodiversité et les micro-organismes et l'état du vignoble. Ce sont 9 paramètres qu'il faut prendre en considération. Et c'est fait sur mon expérience de plusieurs années pour la qualité et la gestion de la qualité. L'état hydrique de la plante en léger stress, j'ai la chance d'avoir pu faire des expériences en France et en Italie, bien sûr, où la combination entre le sol, donc du type de sol, de la profondeur de l'appareil radicalaire et donc de toutes les conditions naturelles qui permettent à la vigne de pousser et de se développer en fonction des différents moments de la saison. Et bien sûr, et c'est un instrument incroyable pour pouvoir se rendre compte de l'état du vignoble.
Pourquoi il est important de gérer l'eau dans le vignoble? De nombreuses expériences, à la fois scientifiques que pratiques, données qui proviennent de l'observation directe, ont démontré une limitation de l'apport hydrique durant la phase de formation des baies et jusqu'à la vendange provoque une augmentation de la qualité des raisins et des vins. Différents composants du raisin se modifient en fonction de ces facteurs et influencent principalement les caractéristiques organoleptiques des vins qui sont obtenus. Dans les terroirs particulièrement destinés et choisis, ceci arrive de façon naturelle, mais les changements climatiques mettent parfois en crise cette conviction et donc la façon de gérer, il faut donc gérer avec beaucoup d'attention. Donc on va parler de sucre, d'acidité, de pH, du mou, de l'acidité titrable, des anthocyanes et des polyphénols totaux. Et ça va donc influencer sur l'acidité et la fraîcheur de ces vins. Sur le pinot noir, un travail très intéressant fait en Suisse pendant 7 ans. On voit que les lignes qui font des angles dans ces graphiques sont l'influence du test hydrique vérifié par rapport à l'apport d'eau, l'échange de gaz mesuré au niveau de la feuille, la composition des baies et la qualité des vins issus de ce pinot noir. Les caractéristiques des mous à la récolte, l'évaluation ensuite de la qualité du vin par la dégustation selon différentes variables sensorielles, donc l'olfactif sur le parfum, le gustatif, la structure et la qualité des vins, l'impression générale pour ces 3 types d'approvisionnement en eau, et c'est une échelle qui va de 1 à 7 en fonction de la qualité. Donc 1 n'est pas de bonne qualité et 7 est très élevé. Donc, nous devons être mis en condition de pouvoir suivre notre vignoble et l'évolution de notre terre. Puis, il y a le cas de la disponibilité excessive d'eau qui favorise une croissance végétative exagérée et qui va avoir un développement de la canopée trop dense, donc où elle est amoncelée, avec des grosses baies qui sont diluées, des grappes qui sont compactes et une mauvaise exposition à la lumière avec des problèmes sanitaires et qui en découle donc une dépréciation qualitative des raisins et du vin obtenu. Autrement, d'un autre côté, nous pouvons avoir le stress hydrique excessif qui altère la croissance normale de la vigne et la maturation du raisin sera retardée, voire incomplète. Donc, pour avoir un vin de meilleure qualité, un peu de stress s'impose. Il ne doit pas être excessif. Il ne doit pas rendre les souches improductives avec des feuilles non fonctionnelles. Un stress, mais attention à un stress trop anticipé qui ne. C'est ce qu'on a les dernières idées et choses que nous avons relevées sur le terrain. Qui ne permet pas le développement parfait, celui souhaité de la végétation pour obtenir un bon rapport optimal entre la feuille et le raisin. Un stress excessif survenant à mi-saison ou vers son terme provoquera un arrêt, et dans tous les cas négatifs, de la photosynthèse et de la maturation. Et donc, cet effet sera négatif s'il a lieu à mi-saison. Et donc, on aura une augmentation du Brix qui est un mauvais indicateur de la qualité et qui nous indiquera seulement la migration des réserves glucidiques de la vigne
mais pas la déshydratation, car il ne s'agit pas de sucres qui sont photosynthétisés. De nombreux arômes se développent au cours des dernières semaines, mais le stress tardif en limite le développement. Les raisins récoltés sur des vignes soumises à un stress hydrique ont tendance à produire des vins peu fruités, avec peu d'arômes, avec peu de complicité, une vie relativement courte. Là, on va parler maintenant du vieillissement atypique, donc la TAUTA. Il semble dû, ce n'est pas encore clair, à un syndrome de stress dont l'eau est un facteur déterminant combiné avec une faible disponibilité en azote. Donc, c'est un lien qui est une corrélation entre l'un et l'autre. Un cadre qui a été observé à Château-Cheval-Blanc à Bordeaux, d'où j'ai pris cet exemple, où les sols ont une présence majeure de sable et de cailloux, donc très drainant, et l'eau est disponible sous les cailloux. Et ces rares racines interceptent probablement une nappe sans pour autant stimuler de façon excessive les vignes. Une végétation suffisante pour maintenir les feuilles fonctionnelles au moment de notre vie. Une gestion méticuleuse de la végétation en synergie avec un désherbage pour équilibrer une production consentirait de produire certains vins, certains des meilleurs vins. Évidemment, quand on parle de réduction contrôlée, différents modèles d'évolution de la vigne vont en fonction d'évolution de la vigne, de l'état hydrique de la vigne en fonction du degré de contrainte hydrique au moment où elle a lieu, donc la phase phénologique et du style du vin rouge. La réduction contrôlée de la dimension de la baie peut être un objectif de qualité compte tenu du rapport surface-volume et donc de la dilution des constituants de la pellicule dans le volume du mou vin obtenu en vinification. Pour cela, une contrainte hydrique modérée commence tôt, c'est-à-dire après la nouaison, réduira la taille de la baie en augmentant la concentration finale en polyphénol et en arômes, donc par rapport au rapport surface-volume. Par ce conséquent, on obtiendra des grappes plus lâches grâce à une plus petite dimension des baies et plus saine, un meilleur microclimat dans la grappe, moins d'humidité relative après la pluie, ça sèchera plus tôt. Si la contrainte hydrique est excessive dans la première période de la floraison à la véraison, le poids moyen des baies diminuera beaucoup avec une modification importante de la biosynthèse des polyphénols, des tanins et des anthocyanes, mais également une perte de production conséquente, voire jusqu'à 50%, une détérioration qualitative des raisins et du vin obtenu. En période de véraison, maturation, l'absence de pénurie d'eau, donc la disponibilité en eau illimitée, produira une vigueur excessive qui favorisera des rendements élevés. Par conséquent, les composés qualitatifs diminuent vu la dilution du contenu de la baie qui atteint des dimensions considérables. Ici, la réponse excusez-moi, mais il a enlevé de nombreuses diapositives, donc je n'arrive plus à suivre où il en est. Donc, la réponse physiologique et morphostructurelle des plants en pot de Sangiovese et de Montepulciano qui ont été avec une alimentation en eau suite à un déficit hydrique contraignant à la pré-véraison. Et on voit l'évolution donc avant et après ces deux événements. Donc, il faut toujours faire très attention en fonction du sol dans lequel nous cultivons notre vigne. Dans le cas du vignoble de Saint-Émilion, les différences organoleptiques entre les vins des grands crus et des crus plus modestes ont tous deux cultivés sur un même sol sont plus importantes que celles que l'on trouve dans des vins de deux crus produits sur des sols différents. Alors, j'ai particulièrement travaillé sur le cépage Sauvignon blanc, un déficit hydrique modéré, une carence faible à la véraison, avec un potentiel hydrique de la tige inférieure à moins 6 mégapascal, afin d'induire un ralentissement de la croissance de la végétation. Attention au stress excessif, parce que si on a à moins 1,5 mégapixels,
Pascal, il provoquera l'effet opposé. Des mous obtenus à partir de raisins pour lesquels ont été induits un stress hydrique modéré vont avoir un contenu en précurseur de 4 MPP, MMP pratiquement double. Les mous il faudra absolument revenir quand vous aurez le temps sur cet article qui est très important, qui est le bilan de l'effet du stress hydrique sur les raisins des vins, avant véraison et après véraison, et avec un déficit prolongé. Vous allez voir tous les paramètres qui sont indiqués et c'est vraiment quelque chose où il faut étudier. Donc, on va avoir des comportements différents que nous ne pouvons pas ignorer. Et je vous fais une conclusion sur l'évolution de l'état hydrique sur les raisins, les caractéristiques chimiques et organoleptiques du raisin. Donc, il va falloir évaluer les polyphénoltotaux, l'alcool, l'équilibre, qui va être moindre, les sensations de verdeur et de pyrazine et de finesse. Lorsque c'est un stress hydrique qui est sévère, donc où il n'y a pas dans la partie qui est complètement à droite, où il n'y a pas de stress hydrique, on va avoir des polyphénoltotaux moins importants, de l'alcool moins important, une concentration moins importante, des éléments de verre et de pyrazine beaucoup plus importants, beaucoup plus d'acidité totale et de persistance gustative. Voilà, vous pouvez retrouver ces paramètres et lire ces rapports et ces considérations. Vous pouvez me suivre aussi sur mon canal YouTube qui s'appelle Four Grapes chaque mercredi, où je vous parle de tout ça dans les détails. Et je passe maintenant la parole au prochain intervenant. Penultima slide direi che ha riassunto in maniera chiarissima, no? L'avant-dernière diapositive de cette présentation très claire et qui a maintenu les temps qui lui étaient impartis sont vraiment très importants. Ça nous permet de comprendre effectivement sur chaque paramètre, donc les polyphénols, la verdeur, l'alcool, quelles sont les conséquences d'une contrainte hydrique modérée, faible ou à la limite même absente.